Jean Moulin. C'est un Youpi. Vive le Québec. Bonjour tout le monde et bienvenue sur l'APNIX, émission du Journal International sur votre radio préférée, le 3e lieu. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième émission sur l'Amérique latine. Oui, je précise, l'émission dernière, on vous a parlé de l'Amérique du Sud, mais je vais un peu élargir. En vrai, on va vous parler de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud cette année, voilà. Et du coup, aujourd'hui, avec moi, j'ai Zoé Baudouin. Salut. Salut, Aya. J'ai Paul Robillard, qui est très enthousiaste. Tito en boulanger. Et Elodie Babinet. Salut Elodie. Et aujourd'hui, on va vous parler de mythes et de croyances dans cette zone. Mais avant de laisser chacun vous dire plus sur leur chronique, on va chanter une petite chanson. Enfin, on va écouter une petite chanson pour Elodie. Et oui, pour les retardataires qui savent pas de quoi je parle, il y a 4 jours, c'était son anniversaire. Et il est jamais trop tard de lui souhaiter. Elodie, je te dédie cette chanson. Très très gêné là. Cumpleaños Paul, on est feliz. Merci. Bon voilà, Merci. sur cette note joyeuse, on revient à notre sujet du jour. Alors, il me semble que Paul va nous parler d'un mythe aujourd'hui. Tu nous parles de quoi déjà ? En 2 mots, dis-moi. Ça va être principalement sur le mythe des cités d'or et sur l'Eldorado. Trop hâte. Et Elodie, alors ? Moi, ce sera sur le mythe des Amazones d'Amazonie. Et Zoé Logique. Titouan, il me semble que vous faites une chronique en binôme. Vous allez nous parler de quoi ? Alors on va parler des principales croyances en Amérique du Sud, en Amérique centrale, notamment le catholicisme. Super, ben, on a hâte d'écouter tout ça et je crois que je vais laisser Paul commencer. Le XVIe siècle. Des 4 coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes, avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de la fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas, au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Bon, du coup, on vous passe la chanson parce qu'on n'a pas la capacité de la chanter sans nous faire perdre un maximum d'audience. Mais donc il s'agit, si vous l'avez reconnu, du prélude de l'incroyable dessin animé Les Mystérieuses Cités d'Or. Ce dessin animé qui a marqué un grand nombre d'enfants et qui a fait perdurer le mythe de ces incroyables villes entièrement faites d'or. Cependant, désolé si je brise un rêve pour certains, mais il semblerait que ces cités d'or n'existent pas. La légende ayant été modifiée, puisqu'à la base il s'agit d'une légende expliquant l'existence de 7 cités dans le Nouveau-Mexique actuel et qui sont toujours restées introuvables pour les explorateurs. De plus, il semblerait que même dans les légendes, ces cités n'ont jamais été faites d'or, mais auraient été juste un lieu de stockage d'objets précieux pour les populations locales. Cependant, un autre mythe, qui semble être plus plausible, et bien plus détaillé, existe à propos d'une formidable réserve d'or en Amérique du Sud. Oui, alors je sais que ce mythe des cités d'or, il est souvent mélangé avec un autre mythe où il y a aussi beaucoup d'or. Alors oui, si vous avez reconnu, je parle bien du mythe de l'Eldorado. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, Paul ? Alors, nous nous trouvons approximativement en Colombie et, il y a très longtemps, au sein de la tribu Chibchas. Bon, c'est pas très précis, mais ça se saurait si on avait toutes les informations sur les légendes. Ça commence traditionnellement. Un roi et une reine éperdument amoureux l'un de l'autre qui ont une fille qu'ils chérissent chaque jour un peu plus. Malheureusement, ils ne vont pas finir heureux avec beaucoup d'enfants. Cependant, le roi, comme tout bon roi des temps anciens, s'est installé à quelques batifolages avec ses maîtresses. La reine, elle, tombe amoureuse d'un jeune et valeureux guerrier. Et oui, ça serait nul si c'était un guerrier vieux et peureux. Cependant, le roi l'apprend et décide de tuer le jeune guerrier sans en faire part à la reine. J'espère que vous écoutez pas ça en mangeant, car ça va vous couper l'appétit. Un banquet à l'honneur de la reine, au milieu des plats se trouve un cœur frais d'animal sauvage. Miam. Je pense que, comme la reine, vous aurez mis peu de temps à comprendre qu'il s'agissait en fait du cœur de son défunt amant. La reine décide donc de s'enfuir avec sa fille, logique, et dans leur fuite, elle tombe malencontreusement dans la lagune sacrée de Guatavita. La disparition de la reine rendit fou de tristesse le roi qui ordonna à ses prêtres de récupérer le corps de son épouse. Et ces bons vieux prêtres, qu'est-ce qu'ils apprennent au roi ?
que sa reine vit maintenant heureuse dans une maison sous-marine avec un serpent qui est tombé amoureux d'elle. Bon, jusque-là, Hyper crédible. Classique. ouais, logique. Enfin, des prêtres qui apprennent ça, c'est normal. Ça arrive à tout le monde. Oui, tout le monde a un serpent qui est amoureux de lui à un moment ou à un autre dans sa vie. Bon, jusque-là, ça n'a absolument aucun rapport avec l'Eldorado ou encore les cités d'or. Mais c'est maintenant que ça va devenir beaucoup plus intéressant. Le roi décide donc de pardonner à la reine en faisant d'elle la déesse de l'eau et en lui promettant des offrandes. Les habitants prennent donc l'habitude d'aller jeter des objets en or dans le lac en guise d'offrande. Et au fil du temps, cela prit l'allure d'une cérémonie qui devient obligatoire à chaque fois qu'avait lieu la consécration d'un nouveau Zipa ou cacique. Le Zipa, c'est le roi de Bacata, actuellement appelé Bogota. Durant la cérémonie, le Zipa marchait jusqu'à la lagune et prenait place dans une barque, entouré des plus méritants membres de la cour royale. Pendant ce temps, toutes les personnes présentes autour du lac jetaient des objets précieux en or au fond du lac. Une fois au milieu du lac, le Zipa enlevait sa cape, son unique vêtement, pas de fantasme, et il laissait apparaître son corps couvert de poussière d'or. Il attendait que le soleil se lève et au moment où le ciel était rouge, il plongeait dans le lac et ressortait donc le corps couvert d'or. Cette cérémonie arriva jusqu'aux oreilles de Sébastien de Benalcázar, un conquistador, et il en fit la légende de l'homme doré, El Dorado. Sacrée légende. Et d'ailleurs, j'ai parlé de ce mythe avec William, qui est un ami colombien. Et figurez-vous, pour lui, ce mythe n'en est pas vraiment un. Alors oui, il a parti sur les aventures du roi et de la reine, tout ça, c'est plutôt du registre de la légende pour lui. Mais pour le reste, William pense vraiment que l'Eldorado existe. Pour lui, cette cérémonie du lac Guatavita était vraiment le rituel des rois à l'époque de Bacata. Le couronnement des rois qui s'apprêtaient à diriger les peuples des Musicas prenait vraiment lieu dans ce lac, qui existe toujours, et on peut d'ailleurs aujourd'hui faire le bout de chemin que le roi faisait. Et du coup, à l'époque, pour le reste du monde, quelle a été l'influence de ce peut-être que oui ou peut-être que non, pas mythe? Et alors, imaginons que nous sommes un jeune navigateur espagnol ou portugais et nous apprenons l'existence d'un lac dont le fond serait tapissé d'objets en or. Il est évident qu'il faut y aller de toute urgence. Les Espagnols et les Portugais vont donc partir très nombreux vers ces contrées lointaines afin de récupérer tout l'or des autochtones. Le navigateur qui s'approchera le plus de l'Eldorado est Gonzalo Jiménez de Quesada, qui découvre de nombreux objets en or, aujourd'hui exposés au musée de l'or de Bogota. Les recherches sont de plus en plus précises et les navigateurs s'obstinent. L'Eldorado se trouvant désormais pour les conquistadors entre l'Amazone et le fleuve Orénoque. Au XIXe siècle, les explorateurs vont commencer à nier l'existence des cités d'or à cause des conditions climatiques et géologiques qui empêcheraient une agriculture prospère. Mais attention, en 1993, des scientifiques apportent de nouveaux éléments et expliquent que les habitants de ces cités disparues auraient pu périr des maladies apportées par les conquistadors européens. Au-delà de ça, l'époque des conquistadors reste une sombre période pour l'Amérique du Sud avec les massacres qui ont eu lieu sur les populations autochtones et l'esclavage de ces populations. Aujourd'hui, l'héritage de ces légendes reste fort dans le monde et nombreux sont les enfants qui, à travers les légendes et les dessins animés, recherchent à bord du Grand Condor les mystérieuses cités d'or. Waouh. Merci. Elle a été travaillée celle-là. Merci beaucoup, Paul. Ça Ça m'a fait penser à un documentaire dont j'ai entendu parler. Parce qu'en fait, quand je parlais avec William, cet ami colombien, pour lui, il y a une grande différence entre comment l'or il est vu pour sa culture et pour les Occidentaux. Comme tu disais, ils sont venus parce qu'ils cherchaient de la richesse, etc. Alors que il y avait plus un héritage culturel et historique pour les Colombiens. Et justement, dans ce documentaire, il y a un peu ce combat entre alors une jeune fille, mais là, c'est pas en Colombie, mais plutôt au Pérou, qui s'appelle Nélida, qui vit dans la campagne péruvienne. Et sauf qu'il y a une lagune qui est très importante pour ce peuple. Sauf qu'il y a des gens qui ont, des grosses entreprises qui ont appris l'existence d'or dans cette lagune et qui veulent du coup la détruire pour chercher cet or. Et du coup, il y a un combat un peu entre est-ce qu'il faut qu'on aille chercher cet or pour la richesse et à contrario les populations qui veulent pas. Mais du coup, merci pour ce mythe. Et je sais que Elodie a un autre mythe pour nous aujourd'hui. De quel mythe tu vas nous parler ? Alors moi, je vais vous parler, je vais plutôt vous raconter un mythe dont vous avez, je pense, tous entendu parler, j'espère le mythe des Amazones, mais je vais pas vous raconter les légendes qui datent de l'Antiquité gréco-romaine, non. Je vais, parce que c'est quand même une émission sur l'Amérique latine, vous conter la légende des Amazones d'Amazonie. Mais sont-elles vraiment une légende ? Ouh Trop hâte. On t'écoute ? Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs mythes des Amazones. Il en existe dans presque chaque culture et chaque mythologie, avec quand même des variantes et des légendes différentes. Donc les plus populaires, ça reste les récits qui datent de la mythologie grecque. On parle d'un peuple de femmes guerrières qui auraient vécu vers l'époque de la guerre de Troie. Donc à peu près quand, Paul ?
En 1200 avant Jésus-Christ. C'est Logique. bien, t'as bien lu ma fiche. J'ai pas du tout de fiche devant les yeux. Donc elles vivaient entre elles, elles s'accouplaient une fois par an avec les hommes d'un peuple voisin, elles gardaient avec elles les filles qui naissaient et selon les versions, soit elles tuaient, soit elles renvoyaient chez leur père les garçons. Ensuite, on a plusieurs récits d'historiens, notamment le grec Diodore de Sicile, qui raconte lui les exploits des Amazones de Libye, des guerrières d'Afrique du Nord qui exerçaient leur pouvoir et faisaient des conquêtes jusqu'en Asie. Mais on a aussi des récits de rencontres entre des voyageurs portugais et des Amazones en Éthiopie au XVIe siècle. D'autres Amazones qui auraient vécu en Scythie dans l'Antiquité aussi, donc ça c'est le sud de l'Ukraine actuelle. On a plein de légendes différentes. Mais en fait, en t'écoutant parler, ça m'a fait penser à Wonder Woman. Alors, pour les fans de Marvel, et si jamais vous avez vu le film de 2017, alors Wonder Woman, de son vrai nom, c'est une princesse, Diana, qui vit sur une île perdue. Et selon justement ce mode de vie antique dont tu parlais, Elodie, avec seulement des femmes qui s'entraînent en permanence pour être des guerrières. Alors, je savais pas du tout les origines de cette héroïne, mais du coup, en faisant des recherches, j'ai appris que ce personnage venait bien d'une tribu d'Amazone. Dont les origines sont liées à la mythologie grecque, voilà, comme tu l'as expliqué. Oui, mais Diane, en plus, c'est la déesse de la guerre. Ouais, voilà. Et bon, par contre, à la différence des Amazones grecques, Diana, elle possède différents pouvoirs surnaturels et des cadeaux des dieux grecs, comme un lasso magique et des bracelets à l'épreuve des balles. Voilà, quoi. Et puis elle fait partie de la Ligue des Justiciables. Donc voilà. Au final, elle se mélange quand même à quelques hommes, mais bon. Et en fait, les créateurs de cette héroïne, ils ont voulu faire de ce personnage un personnage féministe. C'est pour ça qu'ils ont pris cet héritage grec. Mais remarque, il n'y a pas que Wonder Woman dans Marvel qui a une source mythologique des idées. De qui d'autre ? Je regarde pas du tout Marvel, moi. Pas de fan de Il y Marvel ? a Thor, non? Oui, déjà. C'est le dieu du tonnerre, non? Dans la mythologie de... Scandinave, ouais. Très très haut, là. Ouais, Voilà. dans la mythologie nordique, donc ça. bien vu. T'es un geek, toi? Mais tout l'univers de Thor, Pas de d'ailleurs, culture. c'est Tout des l'univers. à la base. Tous les noms sont originaux. Ouais, ça vient de la mythologie nordique. Donc voilà, Marvel, c'est pas n'importe quoi. Il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. T'as des idées, Paul ? Iron Man, c'est peut-être, non? Je sais plus. Ça ressemble à Achille, non? Ah ouais ? C'est un super travail d'Aya qu'elle n'ose pas exposer à la radio, mais c'est tout écrit sur nos fiches. Hein. J'avais on n'a pas de fiche, qu'est-ce que tu racontes, Fais toi attention à cacher ce quiz, c'est pas très grave. Bon, mais du coup, ouais, il y a certaines personnes qui pensent que Iron Man, c'est clairement un peu un parallèle d'Achille qui est en colère et qui souffre du talon. Donc voilà. Et il y a aussi Hulk. L'incroyable Hulk. Ouais, l'incroyable Hulk. Dans le mythe nordique, il vient d'un personnage qui s'appelle Berserk. C'est un guerrier en proie à une rage incontrôlable. Mais bon, revenons à ce que tu disais, Elodie. Tu nous as parlé de plein de pays, en fait. Du coup, le On peut mythe pas des continuer ce Amazones. que tu dis, c'est plus intéressant que ce que dit Elodie, en fait. On reviendra sur Marvel si tu veux. C'est une attaque qui est quand même assez violente. Et du coup, ce mythe des Amazones est international. Apparemment, j'en avais aucune idée. Ouais, moi aussi ça m'a beaucoup étonné. Enfin, il s'est construit autour de plusieurs cultures et chacun y a apporté une variante différente. Malgré la richesse et la diversité des versions, les Amazones sur lesquelles on a le plus d'informations, c'est celles qui ont été repérées et décrites dans le cœur de l'Amérique latine, à l'intérieur de l'immense forêt qui porte aujourd'hui leur nom. De quelle forêt je parle ? Je vois pas comme ça, j'ai pas d'idée. Une grande forêt Ouais. en lien avec l'Amazon. Ouais, Ça me dit rien. super, merci. Donc l'Amazonie, hein, voilà. C'est pas vrai. Choquée. Donc les Amazones, elles ont été découvertes au cours de l'expédition de l'Espagnol Francisco de Orellana, qui les combattu en 1542, donc au moment de la découverte, enfin à l'occasion de la découverte du Nouveau Monde. Donc c'est un homme qui accompagnait Francisco, c'est Gaspard de Carvajal, qui a dressé un compte-rendu détaillé de cette rencontre entre les Amazones et Orellana. Elles se battaient à la tête des Indiens le long des rives du fleuve Amazone. Ce sont des femmes guerrières dont il est dit qu'elles étaient très grandes, robustes et blanches, très musclées, se promenant nues et portant des arcs avec des flèches. Comme Paul en fait. Titouan, on lui dit jamais rien, hein, ça tombe toujours sur moi. Hein. Parce que je suis gentil à la base. Voilà. Mais tu pourrais quand même te balader nu avec des flèches, hein, c'est pas un problème. Chacun son truc. Donc ces femmes, elles vivaient entre elles dans des villages et elles ramenaient de force de leurs expéditions des prisonniers par qui elles se faisaient féconder et elles gardaient à la suite leurs filles et renvoyaient les fils à leur père. Donc là déjà vous noterez la similitude entre la version des Amazones d'Amazonie et la version de l'Antiquité gréco-romaine dont je vous ai parlé plus tôt. Mais du coup, est-ce qu'on a des récits sur leurs particularités par rapport aux autres mythes, justement ? Ouais, j'ai trouvé pas mal d'infos, et notamment un documentaire radio hyper intéressant sur Arte.
réalisée par Nina Almberg. Voilà. Et elle est partie en 2016 sur les traces des Amazones au cœur de l'Amazonie brésilienne et elle a recueilli les témoignages des habitants de la région, qu'elle a croisé ces témoignages avec ses recherches et les récits des conquistadors du XVIe siècle. Elle s'est rendue donc à Belém, dans le nord du Brésil. Elle a interrogé pas mal de personnes avec des vies différentes. Donc une habitante, voilà, un soldat femme de la police montée de Belém, un jeune garçon. Et elle va dresser le constat elle remarque qu'il y a une connaissance assez faible du mythe des Amazones dans la région, comparativement à l'entrain qui s'était emparé de l'Occident à la suite des récits faits par Aureliana de la découverte des femmes guerrières. Donc à cette époque-là, donc au XVIe siècle, on a eu beaucoup d'expéditions à la suite de cette déclaration comme quoi le conquistador avait trouvé des femmes guerrières et beaucoup d'expéditions pour aller les chercher, mais en vain. Enfin, ils ne sont pas parvenus. Mais comment ça se fait que les personnes vivant sur les terres des ancêtres amazones ne connaissent pas le mythe ? En fait, il se trouve qu'au moment de la découverte de l'Amazonie, on est en plein dans la période de la Renaissance, dans l'Occident, et les conquistadors, quand ils débarquent, ils ont la tête pleine d'histoires et de légendes. Donc quand ils vont quand ils vont rencontrer des Indiennes, ils vont les comparer à des Amazones de la Grèce antique, et ils vont leur donner le même nom. Mais en fait, leur vraie appellation, celle qui est connue par les habitants de la région, les locaux, c'est les Icamiabas, ce sont les Amazones indigènes, si on peut les appeler comme ça. Et la journaliste, elle s'est rendue compte, à travers son enquête, que les Icamiabas, à la différence des Amazones, étaient très connus des habitants. Elle a notamment recueilli le témoignage d'un homme, donc Valdo pour les intimes, qui lui raconte que quand il était enfant, il les a vus, que c'était des femmes nues, encore, accompagnées d'enfants qui portaient uniquement, donc les enfants, des habits tressés en paille, et que leur langage n'était pas compris, ils ne comprenaient pas leur langue. Donc ces femmes, elles étaient localisées au bord d'un fleuve de la région, le Namunda. La légende qui racontait, c'est que les Amérindiennes étaient condamnées à mort si elles touchaient aux armes, ce qui les aurait menées à une révolte et à s'enfuir dans la forêt où elles vivaient. Et une fois de plus, ce qui se regroupe à chaque fois, c'est qu'elles tuaient leurs fils, mais elles gardaient leurs filles. Donc en plus des récits des conquistadors, on a une légende locale qui mentionne l'existence des Icamiabas, une tribu amérindienne composée uniquement de femmes. Si chacun a sa propre histoire, tous semblent quand même être convaincus, d'après les témoignages, que les Icamiabas ont bel et bien existé. Mais il reste des traces matérielles de leur existence ? Ouais, on a des traces. On a surtout, la trace principale, c'est qu'on a retrouvé beaucoup de pierres précieuses, qu'on appelle les mulrakita. Ce sont des petits cailloux verts en jade. Les Icamiabas, elles tiraient ces pierres d'un lac sacré et elles les donnaient en cadeau aux hommes qui leur avaient donné des filles. C'est des amulettes précieuses. Elles les sculptaient en forme d'animaux divers. On les trouve dans la terre, le sable, dans des endroits pas très profonds. Mais leur valeur a été sous-estimée, si bien qu'elles ont été volées et vendues dans la quasi-totalité, ce qui est quand même dommage. Et elles constituent, le fait qu'on en est sûr de l'existence de ces pierres, c'est que c'est une preuve matérielle de l'existence des Icamiabas, parce que beaucoup d'Indiens de la zone dans laquelle le documentaire a été réalisé, beaucoup d'Indiens ont reçu ces pierres vertes qu'ils ont héritées de leur père, que ceux-ci avaient eu des femmes sans mari, celles qu'on appelait les femmes sans mari. D'accord. Vraiment intéressant tout ça. Et donc du coup, d'après toi, les Amazones d'Amazonie, légende ou réalité ? Toutes les recherches qui ont pu être faites, elles nous mènent déjà à une conclusion, c'est que le phénomène de femmes guerrières, que ce soit dans le monde entier, ne relève pas de la fiction, que ce soit donc dans l'Antiquité ou à la Renaissance ou en Amazonie. Après, pour ce qui est des Icamiabas, il semblerait qu'un consensus soit admis sur leur existence, mais pour ce qui est de leur nature, donc si c'est une nation nomade, une tribu amérindienne, les récits divergent. Cependant, donc pour moi, une chose est sûre, c'est qu'il a existé en Amazonie une région de femmes sans hommes. Je dis cela parce que les gens en Amérique méridionale parlaient du phénomène des femmes guerrières qui vivaient sans hommes, sans jamais avoir entendu parler du mythe des Amazones de l'Antiquité, donc le mythe de Diodore et des autres. Donc il apparaît quand même peu probable qu'il se soit imaginé exactement le même fait sans avoir aucun fondement. Incroyable, mais du coup ta chronique elle m'a trop intéressée et du coup je suis allée chercher un peu sur internet si des communautés uniquement de femmes existaient et je suis tombée sur un article du Monde qui date de mai dernier, donc assez récent. Bon, on sort clairement de la zone d'Amérique centrale et du Sud, mais l'article s'appelle « Au Kenya, une mini-république de femmes contre les violences et les mutilations ». Alors, c'est pas du tout la même chose que ton histoire, à part pour la communauté de femmes. Là, c'est une petite communauté de femmes, de environ 26 femmes, donc c'est vraiment une petite communauté. Mais c'est une communauté qui a été créée depuis 25 ans environ dans la région Samburu, donc au Kenya. Et en fait, ces femmes, elles sont réunies ailleurs pour fuir le sort que leur réservait leur propre communauté. Donc, il y avait des excisions obligatoires, des violences parfois de la part des maris. Elles arrêtaient l'éducation très tôt, etc. Et
par exemple, une des femmes de cette communauté dit, je cite, « Nous sommes très heureuses de vivre ici parce que nous sommes libres. Personne n'est là pour nous imposer des restrictions. Nous avons le pouvoir. » Alors, ils disent juste que quelques hommes sont parfois tolérés à venir, mais c'est rare. Et surtout, c'est à elles de décider qui a le droit et qui n'a pas le droit de venir. Mais du coup, vraiment, ça m'a étonnée. Mais du coup, voilà, ça, c'est vraiment un exemple rare parce que j'en ai pas trouvé d'autres où il n'y a que des femmes. Mais à côté de ça, par contre, j'ai vu qu'il y avait quelques communautés matriarcales dans le monde où du coup c'est vraiment les femmes qui dirigent et non les hommes. Mais même la région, coup, la région où les Ikamiabas étaient, les témoignages disent que c'est encore une région dirigée par où il y a quand même un matriarcat un peu. Ouais, voilà, mais du coup c'est un peu inversé. Par exemple, un point commun entre ces différentes communautés matriarcales que j'ai trouvé, l'héritage n'est transmis que pour la femme, ou par exemple c'est les enfants ils prennent le nom de la mère et non du père, etc. Mais du coup, merci beaucoup. On revient un peu à notre thème. Alors on quitte un peu le monde des mythes et en plus dans le monde des croyances religieuses avec Zoé et Titouan. À vous. Alors oui, parce qu'on va vous présenter une chronique un peu particulière, donc on va la faire à deux. Et notre thème, il sera un peu plus terre à terre, un peu moins sexy que les autres mythes, parce qu'on va vous parler de quelque chose de plus actuel, c'est-à-dire les principales croyances, les principales religions en Amérique du Sud aujourd'hui. Et je vais laisser Zoé commencer. Merci Titouan. Alors pour commencer, il faut préciser que l'Amérique latine, c'est un continent qui est très religieux. Le catholicisme, c'est la religion majoritaire dans la quasi-totalité des pays. Et cette forte présence s'explique assez simplement par une raison historique avant tout. C'est que c'est une religion qui a été portée par la colonisation. C'est le premier monothéisme qui est apparu en Amérique du Sud. Et du coup, tu n'aurais pas 2-3 chiffres pour nous montrer son importance ? Ah, les chiffres, j'adore, vraiment. Passionnant. C'était spécialement une dédicace pour toi. Du coup, dans la plupart des pays, il y a plus de 50% de la population qui est catholique, comme au Brésil où il y a 66%, en Équateur 84% ou encore au Mexique 80% de la population qui est catholique. Mais alors d'ailleurs, pour rester fidèle à nous-mêmes, on a un petit quiz pour vous. Le quiz. Le quiz. Est-ce que vous savez quel pays présente en proportion de sa population la communauté catholique la plus importante? J'ai. Vas-y. Le Paraguay. Mais c'est pas vrai. T'aurais pas un petit chiffre en plus, Elodie? Comme ça, là, je Qu'est-ce qui dirais vient? 88-89. C'est 89, mais qu'est-ce que tu es fort. Il faudra qu'on travaille de plus mettre les réponses des quiz dans les fiches. Hein. Ça sera pour la prochaine fois. Bon, du coup, pour revenir, je voulais te demander, Titouan, en parlant de population catholique en Amérique latine, est-ce que le pape ne serait-il pas argentin? Eh bien si, le principal symbole du catholicisme, il est argentin, puisqu'il s'agit du pape François. Et encore une fois, petit quiz, sans regarder vos fiches, est-ce que quelqu'un connaît son nom exact avec une prononciation parfaite, s'il vous plaît? Surtout la prononciation. Jorge. Moi j'aurais dit Jorge. Jorge Mario Bergoglio. Eh ben c'est ça, exact. Culture Mais c'est plus générale, Jorge. Elodie. Hein. Donc pour revenir au pape François, Nous montons. son élection elle a insufflé une couleur fortement latino-américaine au Vatican, ce qui permet d'amener sur la scène internationale des questions qui prédominent en Amérique latine, comme celle de la justice sociale ou encore des périphéries en difficulté, dont le pape a fait sa trajectoire personnelle. Donc le pape y pense, ainsi que les nouveaux cardinaux latino-américains apportent, je cite, l'ère des églises nouvelles et l'ère d'une histoire de foi et de sang. Donc cette forte présence sud-américaine au niveau des hautes instances de l'Église, c'est pas le fruit du hasard, puisque 40% des catholiques du monde sont sud-américains, donc finalement c'est le continent qui présente la plus grande communauté catholique au monde. Alors, je suis d'accord, mais on peut quand même nuancer cette influence, parce que si 90% des Sud-Américains se déclaraient convertis dans les années 60, ils sont aujourd'hui seulement 60% à se revendiquer catholiques. Donc on assiste vraiment à un vrai recul du catholicisme en Amérique du Sud et centrale, notamment à cause de la concurrence d'autres religions, comme par exemple le protestantisme, dont on parlera un peu plus tard. Mais du coup, elle est pas si influente que ça, cette religion catholique. Alors, si, parce que ce recul ne signifie pas pour autant que le catholicisme a une baisse d'influence. La religion est toujours fortement imprégnée dans les sociétés, ce qui s'observe notamment à travers l'évolution des grands débats sociétaux, où la religion garde une place très importante. Quand on connaît la position de l'Église catholique sur des sujets sociétaux comme la PMA ou encore les droits des LGBT, on peut penser que, vu son poids en Amérique du Sud, les pays pourraient avoir une position plutôt conservatrice. On pourra pas se balader nu avec des flèches. Par exemple, c'est plus possible. Eh ben, c'est plus compliqué que ça. Parce que concernant les droits de la communauté trans, après les hommes nus avec des flèches, je sais pas. Super. Ouais, elle était incroyable. Mais concernant les droits de la communauté trans et C'est homosexuelle, les pays d'Amérique du Sud sont considérés comme à la pointe de ces droits.
Par exemple, l'Argentine, l'Uruguay, le Brésil ou la Colombie ont des positions très libérales à ce sujet. Enfin, très libérales, il faut toujours nuancer. Le Brésil. L'Église participe en partie à cette position en Plus ou adoptant moins, elle-même Brésil, une position plutôt tolérante. Par exemple, certaines paroisses argentines acceptent de baptiser les enfants de couples homosexuels. D'ailleurs, on a pu lire sur les murs de Buenos Aires, Jésus est pour le mariage gay, ce qui est une position différente. Donc, les droits des homosexuels, ils progressent beaucoup, non ? Alors, une fois de plus, il faut nuancer, parce que dans certains pays comme au Paraguay ou en Bolivie ou le Venezuela, ces pays conservent des positions peu tolérantes. Ces positions se retrouvent également dans des populations du Brésil ou du Chili qui ont des positions homophobes, même si l'État garantit les droits aux LGBT. Le symbole actuel de cette homophobie, toujours très présente, est le nouveau président brésilien Bolsonaro, qui déclare qu'il préférait que son fils se fasse écraser par une voiture plutôt que d'être affiché dans la rue avec une tapette. Classique. Classe. Assez Poète, classique. Classe. bonjour. Vraiment Ouais. classe. La classe incarnée. Enfin, du coup, c'est plus trop de lien avec les catholiques, là. Alors non, plus trop de lien avec les catholiques, mais plutôt un lien avec la religion, parce que souvent ces positions conservatrices trouvent leur explication dans la progression du culte évangéliste, qui touche majoritairement les populations moins favorisées et qui participe à la promotion des thérapies de guérison de l'homosexualité. Enfin, Encore plus classe. D'un autre côté, je disais plus trop de lien, mais c'est une nouvelle pour personne. L'Église continue dans l'ensemble à être très conservatrice, à l'image du pape François qui a considéré il y a peu l'homosexualité comme une maladie. Donc même si c'est vite rétracté devant le tollé provoqué par ses propos, on voit quand même que l'Église est assez peu progressiste au niveau des hautes instances. Mais vous nous parlez beaucoup de la religion catholique depuis cette chronique, mais est-ce que d'autres religions ont un poids en Amérique du Sud ? Alors oui, clairement, et avant tout les protestants, qui gagnent de plus en plus de terrain, notamment les évangélistes, parce qu'en 2014, 1/5 des latino-américains, donc 20%, étaient protestants. Et du coup, tu peux donc nous expliquer ce que c'était l'évangélisme ? L'évangélisme, c'est un courant chrétien qui s'est développé avec la réforme radicale, c'est-à-dire le moment après la réforme protestante où plein de mouvements catholiques un peu déviants ont gagné en indépendance et en influence. L'évangélisme, il met en avant le parcours personnel des croyants, très lié à leur foi, qui devient une priorité, à travers notamment une lecture assidue de la Bible. Les évangélistes sont connus avant tout dans les débats sociétaux pour avoir des positions très conservatrices, mais du coup, Zoé, comment ils gagnent en influence ? Alors Mais du coup, Jamy. Il est fort aujourd'hui. comme tu l'as dit, les évangélistes ont un discours qui est bien plus radical que les catholiques. Donc très schématiquement, on peut dire que les évangélistes vont davantage toucher les populations les plus pauvres, les plus défavorisées, alors que les catholiques feront plutôt partie de ce qu'on peut appeler l'élite éduquée. Bon, bien sûr, ça reste très schématique. Donc ils vont beaucoup intervenir auprès des citoyens, ils seront donc beaucoup plus proches de la population. On peut vraiment voir ça donc avec toujours le même président brésilien, Bolsonaro, qui a été soutenu durant sa campagne par l'Église universelle du Royaume de Dieu. On peut ainsi voir qu'il y a un véritable virage à droite dans plusieurs pays d'Amérique latine, comme au Chili ou Costa Rica. Donc la plupart des candidats politiques de droite s'allient avec des partis conservateurs, souvent pentecôtistes. D'ailleurs, d'après William Mauricio Beltran, les églises évangéliques ont réussi à s'organiser en nouvel acteur politique dont le rôle et le pouvoir doivent être pris en compte à chaque élection. Donc après, comme on disait, il faut aussi relativiser au niveau de la population qui est touchée par les évangélistes, parce que c'est une population majoritairement pauvre et peu éduquée, et du coup, même si c'est eux qui votent souvent, c'est eux qui font le vote, et ben les hautes instances, et notamment les personnes au niveau du gouvernement, tout ça, c'est des gens qui sont plutôt donc riches et qui restent catholiques. Donc le catholicisme, il parvient à conserver un peu cette mainmise sur la société en touchant les élites cultivées, et voilà. Donc, on a bien vu que le catholicisme, c'était vraiment majoritaire en Amérique latine, mais est-ce qu'il y a d'autres religions, comme par exemple quelques musulmans ? Bah là, ça va être très rapide parce que les musulmans sont assez peu présents, même vraiment très peu présents en Amérique du Sud, puisque le pays, donc, dédicace à Elodie, le pays où il y a la plus grande communauté musulmane, c'est le Suriname. Ça vous rappellera. Je ne ferai pas de blague. Et donc voilà, finalement, C'est quoi Je la me souviens plus c'est capitale, quoi la Elodie blague en plus. C'est quoi la capitale, Elodie, du Suriname ? C'est Suriname. Je vous remercie de m'afficher public. Donc l'islam, il a vraiment une place peu importante et il vient notamment de colons indonésiens ou bien vraiment c'est une communauté très réduite, et pareil pour la communauté juive qui finalement est très réduite. Et est-ce que quelqu'un sait, c'est pas écrit dans les fiches, Oula, quel mince. pays a la communauté juive la plus importante en Amérique du Sud? Tu fais moins le malin là. En proportion ou en nombre? En nombre. Euh, 200 000 à peu près. Le Brésil? Attends, moi j'en lance un. Argentine? Oh, Exact. c'est normal, j'ai dit le seul gros pays. Il y avait deux gros pays, j'ai dit le premier. Ah bon, Suriname tout à l'heure, pour trouver c'était pas simple. Je vous ai... Ça mérite un jingle, applaudissements. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on va conclure.
Alors, non, moi je vais finir par une interview de Nicolas Coleman qui vient de Nicolas. l'Équateur. Donc j'ai demandé à Nicolas quelle était l'influence de la religion dans le pays et si vraiment on la ressentait quand on vivait juste comme ça, sans forcément regarder le point de vue politique. Et donc il m'a répondu que pour lui, l'influence de la religion avait beaucoup évolué, surtout sur les 5 dernières années. Notamment dans les grandes villes. Dans ces grandes villes, la religion n'a pas autant d'importance, mais dans les sociétés ou les villes plus autochtones, la religion joue encore un très grand rôle. Donc par exemple, la question du mariage par l'Église se pose très fortement parce que ça définit les liens sociaux, ça définit toutes les relations entre les particuliers. Donc dans la vie de tous les jours, Nicolas m'a dit que au final, la religion, selon les familles bien sûr, ne se ressentait pas tellement que ça, sauf pour certaines phrases qu'utilisait la famille, comme Dieu te garde, que Dieu te bénisse, que Dieu te remercie. C'est des phrases qui sont très Pas plus récurrentes. qu'en France, quoi. Un peu plus qu'en France. Ah. Je sais pas si ta mère te dit Dieu te Rarement, remercie mais à chaque fois que tu lui donnes J'imagine quelque que ça chose. peut arriver. Quand il se balade Ça nu. peut arriver. C'est pour ça que je dis ça. Bah, Dieu me bénisse. Moi, hein. je dis Jésus, Marie, Joseph parfois. Ça m'étonne pas de toi. Personne ne lui a rien demandé, hein, c'est incroyable. C'est clair. Je pensais que c'était une émission participative, mais Non. visiblement pas. Non, non, non. Mon Dieu. Ouais, vraiment, c'est une bonne blague pour une fois. Donc, dans d'autres communautés, la religion reste très importante. C'est même comme les liens, on peut les comparer aux liens de l'époque médiévale où le mariage par l'Église va vraiment définir comment deux familles vont pouvoir travailler ensemble. Donc, ça dépend où on est en Amérique latine, mais dans les communautés les moins favorisées, c'est très flagrant. La pratique catholique chrétienne est très flagrante, mais encore, ça dépend du lieu. Dans les grandes villes et les classes sociales les plus favorisées, cette habitude est moins flagrante. Donc voilà, c'est sur cette interview de Nicolas Coleman que nous allons terminer. Je m'auto-applaudis. Merci, et on va passer au moment préféré de Paul de l'émission, le Ouh. quiz. Le quiz. Quiz. Ça, vraiment, c'est un jingle qui tue. On devrait Tu noter redis les une points fois tout au long de l'année et lire le meilleur à la fin de l'année. Ok, bon, on Ça va marche. commencer à noter les points aujourd'hui. Non, je garde en tête que je suis à 1. Vous m'envoyerez pas ça. De quoi on parle Ok. On va faire un score des quiz. Enfin, du quiz. Ah, Argentine, j'espère que ça vaut double, hein, parce que je l'ai trop. C'était pas noté sur les fiches. Et c'est... Ouais, voilà, déjà. On va y réfléchir. Bref. C'est tout réfléchi. Bon, Alors. Élodie, tais-toi. Première question. Quelle danse est originaire de l'Argentine? Le tango. Le flamenco. Non, c'était le tango. C'est dommage. Ok, ça, ok. Paul, donc. Applaudissements Le pour Titouan. flamenco. Merci. Ok. Deuxième point pour Titouan. Moi, je suis concentré, je joue ma vie. C'est Ok. terrible. Ensuite. Alors, ça, c'est un peu plus compliqué. C'est un truc Oula. que je connaissais vraiment pas. La question, c'est un peu vague, mais il y a un certain sport qui est né au Pérou. Vous savez lequel? Un sport reconnu en France ou pas? C'est pas trop un sport qui se pratique en France. Ça se pratique plutôt où? Un saut à la mais- perche. Je sais pas, je tente ça comme ça. Non, Ça se non. pratique aux Jeux Alors, Olympiques, déjà- par exemple? Non, c'est un sport qui nécessite de l'eau. Collectif Water polo. ou pas? Du surf. Le water Non, polo. le surf. Oh. Bravo. Oh, il est fort. Eh oui. Il a eu le temps d'aller sur Wikipédia en 2 secondes. Mais comment ça, Alors- c'est né au, au Pérou? Les, Oui, les c'est né, origines, dites-moi. mais vraiment, mais c'est improbable. Alors en fait, je regardais un autre documentaire sur Parce Netflix, si qu'elle vous fait voulez. regarder regardé des beaucoup de documentaires, hein. Mais vraiment, Vous alors qui imaginez s'appelle... pas, hein. Attends, je vais essayer Elle de a un parler- semi-demain. Il s'appelle Pérou, Tesoro Escondido. Oh, c'est quand même autre chose que l'accent de Zoé et Elodie. Hein. Franchement, là, il y a du travail. Merci de m'avoir épargné. Ce qui veut dire Pérou, un trésor caché. Et du Kayate. coup, on apprend qu'en fait, le surf est né entre moins 3000 et moins 1000. Donc c'est vraiment... Enfin, c'est super vieux. C'est Mais large comme après, c'est les fourchette. origines. Alors C'est une que... fourchette plutôt large, oui. Oui, mais en fait tout le monde pense que ça vient de Hawaï, sauf que c'est venu après. Et en gros, comment c'est né l'histoire du surf, c'est que pendant la période pré-Inca, sous la culture mochica, on a trouvé des dessins sur des poteries de cette période qui représentaient des pêcheurs incas sur des planches de bois et des bâtons en roseau appelés cabalitos de Totora. Mais ils ont inventé le paddle, en fait. Plutôt. Un peu. Mais en gros, c'est Je veux quand ainsi même que mon le point, hein. surf Surf, est c'est juste, hein. réellement né. Non, mais je sais, mais en gros, c'est vraiment les origines. Et c'est D'accord. ensuite à Hawaï que c'est venu. Voilà. Ensuite, Oula. alors bon, vous connaissez tous le Machu Picchu. Oui. Voilà, ça s'est développé pendant 300 ans, 2200 à l'arrivée des Espagnols. Et bon, c'est plus trop l'Amérique du Sud. C'est une des 7 merveilles du monde moderne. Est-ce que vous connaissez les 7? Oui. Donc les 6 autres. Alors, il y a les pyramides. Ok, non, ça c'est
Ça, c'est les 7 merveilles du monde antique. Moi, j'en connais d'autres, Il y a la je suis Tour sûr. Eiffel. Elle a Sphinx. critiqué les Non. pyramides, Le Sphinx. Aya. Y a pas la Tour Elle Eiffel. a Non, critiqué non. les pyramides. Non, parce qu'il y a deux questions. J'ai. Faut dire les 7 merveilles du monde moderne et les 7 merveilles du monde antique. Ok, Bon, moderne, il y a le truc à Milan où je suis allée la dernière Super. fois. Bah, le truc, ouais, ça Il y a Moi, l'opéra, je- il y a l'opéra de L'opéra Sydney de aussi. Sydney, ça y est. Il y a le Christ Rédempteur sur le Corcovado. Alors, il y a le Christ Rédempteur. ça, c'est vrai. L'opéra de Sydney, ça en fait pas partie? Non, mais en Attends, il est fait, pas très là, c'est mi-moderne. Je pense qu'il y a encore une 3e liste qui est réellement moderne. En fait, ils ont Mi-moderne. appelé ça du monde moderne, mais c'est Mi-molette. plus trop moderne. Ah, et de l'époque moderne, quoi. Genre 19e siècle. Bah, en gros, il Les y a, chutes il y a du le- Niagara, ça en fait partie, il me semble. Non, mais il y a... C'est mais en des fait, il y a plein de constructions humaines. listes. Mais en Mais gros, il y Au bout de a... 3 erreurs, on est éliminé. Fais attention quand même. L'Empire State Building. Non, mais le non, Sphinx, mais il y ça, est c'est pas trop sérieux. moderne. La Tour Mais Eiffel. La muraille de Chine. Mais veux mon attendez, Sphinx. je, C'est catastrophe. je propose qu'on se réorganise, genre, venez, on fait un tour de table. Alors, Alors, moi, déjà, on en est déjà à je vais un. vous expliquer quelque chose. Vas-y. Alors, d'abord, il y a une liste où là, tout le monde est d'accord sur cette liste. Ouais. C'est celle du monde antique, des 7 merveilles du monde antique. les faire, et celles-là. c'est dans cette liste qu'il y a les pyramides. Est-ce que vous voulez commencer Oui. par celle-là? Oui. Là, c'est des Mais trucs chacun son vraiment tour. anciens. Ok. Alors je commence, les pyramides. Ok, ça fait un. Le il en manque- Colisée. Le Sphinx. Non, pas le Colisée. Non, le Colisée, bah justement, c'est dans l'autre liste plus moderne. Et c'est pas très moderne le Colisée quand même. hein. Mais oui, mais c'est pour ça, ils appellent ça moderne, mais c'est plus moderne que je vais l'Antiquité. aller la Et reprendre ensuite, parce que on- c'est Donc, il y a les pyramides. les pyramides, c'est dans la liste. Ouais. On a 1 sur 7. Il y a le phare d'Alexandrie. Il y a le colosse de Rhodes. Ouais, Il y a la statue de Jupiter aussi dans le temple d'Athéna. c'est. Ouais, Statue enfin, en or. Zeus. Mais Il y a les jardins suspendus. Ouais, Ça il va, t'en 2 secondes, il t'en ouais. manque Non, 2. stop. Oh Il est en train de nous étaler Mais sa c'est- science. Azo Elodie, dites quelque chose. Incroyable. Il y a... Attends. Il t'en manque 2. Non, mais Toujours pas le si tu me Sphinx, donnes des évidemment. indices, j'ai peut-être, mais ça me reviendra peut-être. Mais Le Colisée. Il y a un temple. oh là là. Un Je truc en vais Chine. Toutankhamon. Ah si, il y a le temple. Non, il y a pas le Tu temple fais une spéciale Égypte. sur Ah, l'Agora à ouais. Athènes. Non, alors c'est le Aïe. temple d'Artémis Ah ouais, bah, et le ah ouais. mausolée d'Halicarnasse. D'accord. Mais on peut quand même t'applaudir, puisque c'était incroyable. Pas ouf, hein. Il Pas avait ouf. révisé avant de venir. Pas ouf. Mais du coup, ça, c'est les 7 merveilles du monde antique. Et ensuite, bah, il y a l'autre liste, il n'y a pas consensus dessus, parce qu'il y a plein de listes différentes. Ils appellent ça 7 merveilles du monde moderne, mais c'est plus très moderne, parce que, bah, par exemple, il y a le Machu Picchu dedans. Mais du Le coup- Taj Mahal. Le Colisée. Oui, Taj Mahal, oui. Le Colisée, le oui. Christ Rédempteur. Oui, ça fait 4. La Tour Eiffel. Non, trop Faut moderne. les mettre dans le même truc. Non, il y a quelqu'un qui a dit une réponse tout à l'heure. Le truc d'Athènes là. Le Sphinx. Non. Donne des indices, Aya. Mais je crois que c'est toi, Elodie, en plus. Ah, j'en ai dit qu'un, moi. La muraille de Chine. Oui. J'ai pas dit. C'était moi qui l'ai Si, dit. si, Ok. j'ai dit. Muraille de Chine. Ok, bah, il manque 2 choses dans Tu peux cette donner liste. des localisations Ouais, donne des géographiques. localisations. C'est pas très Ok, bien, Mexique. Plus précis. Ah, Je trouve que vous connaissez pas ouais, le nom, mais que vous j'en ai voyez parlé, comment je ça crois. s'appelle. Tenochtitlan. Si, bien tenté. Ah, c'est Chichen Itza. C'est les. C'est les. Si tu une fais avec tes pyramide mains, comme personne ça, ne va là. rien comprendre Aya, à la on a la radio. radio. Les pyramides en Oui, pavé, les- là. Voilà, c'est ça. Ok. Il vous a Ça expliqué. s'appelle comment Chichen Itza. Ok, bah, j'allais le dire. Et il manque un truc et vous pouvez trouver, puisque vous connaissez. Mais si je C'est vous où dis le pays, C'est où vous allez trouver. Bah, donne un continent. Asie. Bah, C'est un truc au Japon. En Chine. Inde. Non, C'est le Taj Mahal. clairement de l'autre côté de l'Asie. Ouais, non. Ah. En Russie. Non. Alors, est-ce que la Russie, c'est vraiment en Asie? Oui. Bon, est-ce qu'il n'y a pas, genre, ça dépend. Ça- les par contre, villes en on parle de Jordanie Quoi? C'est pas les villes en Jordanie? Alors, c'est en Jordanie, mais du coup. Ouais, Ah, c'est Petra. Oui. Bon, bah, du coup, vous avez trouvé les 7. Je vais redire les listes. Alors, du coup, la Chronique Grande à Muraille 2, de réponse à Chine, 2, j'ai envie de te dire. la cité de Bim, bim, bim. Petra, le Christ Rédempteur, le Machu Picchu, Chichen Itza au Mexique, le Colisée et le Taj Mahal. Du coup, voilà. Ok, question super facile, du coup, ça sera le plus rapide. Quelle star internationale de musique pop est originaire de Colombie? On n'a rien compris. J'avais pas eu compris la question. Est-ce quoi. qu'on peut refaire s'il te Du plaît coup, Shakira. Elle a réussi, Oh. c'est Elodie l'a gagné. La question c'était quelle star internationale de musique pop est originaire de De Colombie? musique pop. Et Je c'était vis pour ce Shakira. Musique pop. Ouais. Et dernière question, c'est ma question préférée, Oula. parce que je trouve ça trop drôle. Alors, au Attention à Pérou, préparer vos rires, hein, ça va être incroyable. au Pérou, un soda local est plus populaire que le Coca-Cola. Quel est son nom? Pepsi. Pérou. L'Inca Cola. Un max applaudissement. Ah Ah là, tu m'avoues vaincu.
Bah, je trouvais ça marrant en fait. Mais oui. Bah du coup clairement 10 points parce que c'était ma question préférée. Yes. Bah comment j'ai triché? C'est dégueulasse. Mais t'as trouvé l'Inca Cola? Non, C'est c'est Shakira, stylé. monsieur. Ouais, super Shakira, tout le monde le savait. Bah tu l'avais pas visiblement. Bah, j'ai trouvé le surf et l'Inca Cola. Si je peux défendre mon colosse de Rhodes, tout ça là. Ouais, C'est non, moi le mais colosse de Rhodes. Un Merci. Coca-Cola, c'est sacrément Oh. marrant. Bon bah merci tout. Ah, refaites un petit jingle de quiz de fin s'il vous plaît. Le Le quiz. Le quiz. Ah, quiz. Merci tout le monde de Oh, le nous avoir jingle, il était écoutés. éclaté. Adios. Adios. Ich bin ein Berliner. Entre ici, Jean Moulin. Je vous ai compris. C'est un vieux pays. Vive le Québec libre. I